Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler un petit peu de 3D et de jeux vidéo. Bon, ça va faire 12 vidéos de suite où on fait notre cours de C++, où on a déjà vu les bases et pas mal de choses intéressantes. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un petit peu différent. On vous avait expliqué pourquoi d'ailleurs lors du dernier cours de C++, puisqu'on va parler de Raycast. Donc qu'est-ce que le Raycast, à quoi ça sert, comment c'est fait, on va voir tout ça lors de cette vidéo. Bon, on va pas faire de code pour aujourd'hui, on va juste faire de l'algorithmique, et si je vois que la partie code vous intéresse, alors on fera une vidéo là-dessus. Bon, je vais aussi considérer que vous ayez un niveau minimal en programmation, et en compréhension de jeux 2D, alors même si vous allez voir ça va pas être difficile du tout, comme ça devrait aller nickel. Donc du coup, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire en précision? Déjà on va faire un petit jeu vidéo. Et bon, on est en 2024, peut-être même en 2025 au moment où vous regardez cette vidéo, et avec la puissance des ordinateurs modernes, on peut tenter de faire des jeux en 3D. Donc avec plusieurs API de 3D, comme OpenGL ou Direct 3D, avec le contexte historique actuel, c'est tout à fait possible. Cependant, ces API elles demandent beaucoup de performance, et elles demandent souvent une accélération matérielle. En général c'est la carte graphique, ça qui le fait, donc bon, quelle qu'elle soit, elle le fera, et sans cette accélération matérielle, bon c'est même pas la peine d'y penser. Cependant, comment faire de la 3D si vous ne pouvez pas avoir d'accélération matérielle? Donc ça peut arriver si par exemple vous faites de l'embarqué, enfin certaines catégories d'embarqué, si vous participez à un quelconque concours où vous ne pouvez pas utiliser l'accélération matérielle, si vous faites certains langages très particuliers qui rendent l'utilisation d'OpenGL compliquée, alors il va falloir trouver une autre technique. Quelle technique allons-nous utiliser? Et pour ça on va copier ce qui a déjà été fait et ce qui a très bien marché. La technique qui a été utilisée dans les années 90 pour faire des jeux, comme par exemple Doom ou Wolfenstein, la technique du Raycast. Donc avec des images qui sont quand même très reconnaissables de l'époque, comme celle-là. Si c'était possible à l'époque, c'est grâce à cette technique. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser cette technique, mais aussi à la comprendre, et à vous donner des clés pour pouvoir la refaire vous-même. Alors qu'on soit d'accord, si vous voulez faire un gros jeu commercial, n'utilisez pas cette technique, à moins que vous voulez faire un jeu dans un style rétro. Par contre, dans les autres cas que j'ai cités, ça peut être pas mal. Donc c'est parti pour la compréhension de cet algorithme. Bon, avant de faire de la 3D, on va quand même commencer par de la 2D, tout simplement parce que passer par l'idée de 2D avant, c'est le meilleur moyen pour comprendre la partie 3D. Bon, par contre, pour comprendre cela, il va falloir comprendre exactement ce qu'est le Raycast. En fait, l'idée d'un Raycast, c'est de prendre un environnement 2D, donc par exemple cette carte ici, et de la projeter en 3D. Donc créer une reproduction de cette carte du point de vue d'un personnage qui interagit dans cette carte. Donc on le voit bien par exemple sur cette image, avec les murs qui au début du coup c'était une carte un peu comme ça, et qui ont été projetés en 3D avec les effets de perspective et tout ça, pour que ça ressemble à quelque chose. Ah, et d'ailleurs, bon là j'en ai mis qu'une pour la compréhension, mais vous pouvez en mettre plusieurs les unes au-dessus des autres, pour faire plusieurs rendus différents, les mettre à côté et faire des effets comme ça un petit peu 3D. Bon ça c'est à vous de décider. Bon c'est bien beau, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va travailler toujours sur cette carte ici, on va se la représenter via des cases. Donc le rouge ce sera des murs et les blancs ce sera pas de murs, rien. Donc avec tout le système de coordonnées, X, Y, tout ça. Bon, une version moins bien d'un truc comme ça. Bon, pour faire le rendu 3D, il va falloir du coup afficher les éléments. Ça jusqu'à là. Bon, en soi, afficher un seul élément, c'est pas si compliqué. Bon, ça demande pas mal de lignes de code, mais en vrai, ça demande pas tant de calcul que ça. Bon, par contre, ici, des éléments, vous en avez pas un, mais 22 murs différents à afficher. Et là, la carte est assez petite. Imaginez sur une grosse carte comme un truc de Doom, là, bonne chance. Donc, ce ne sera pas possible de tous les afficher. Mais en même temps, ce sera pas possible d'en afficher aucun. Donc, il faut trouver un moyen pour en afficher seulement le nécessaire. Bon, on verra les maths pour faire l'affichage après. Bon, la question ici, c'est comment choisir les bons objets à afficher. Et c'est là que l'algorithme de Raycast rentre en jeu, puisque la traduction littérale de Raycast, c'est lancer de rayons, et c'est la technique que nous allons utiliser pour savoir les bons objets à afficher. Donc cette technique-là, pour l'utiliser, il faut une caméra qui sera ici représentée en bleu, qui aura elle-même un angle de rotation, donc qui représente vers où elle regarde. Bon, on aura aussi besoin de la carte, et c'est tout. Donc là, on a l'angle, l'objet, et déjà rien qu'avec ça, on peut faire des choses pas mal. Peut-être un truc que vous avez remarqué d'ailleurs, c'est que là, on n'a pas juste l'angle, enfin si on l'a, mais on voit que si l'objet regarde par ici, alors ce mur-là sera affiché et donc devra être affiché. On a envoyé un rayon et on sait que cet objet devrait être affiché. Bon là je pense que vous commencez à saisir le truc. Bon, seul problème avec un seul objet, vous irez pas faire grand chose. Si vous en avez plusieurs à côté, alors pas trop de choix, il va falloir envoyer plusieurs rayons. En sachant que bon, le nombre de rayons envoyés, l'espacement, tout ça, ça dépend des besoins. De toute façon, on ira mathématiquement étudier tout ça après. Et déjà rien qu'avec ça, vous avez les bases pour comprendre l'algorithme. Bon, comprendre les fondements de l'algorithme c'est bien, mais savoir le faire c'est mieux. Donc à partir de maintenant, on va vous montrer comment réaliser cet algorithme. Bon, la vérité c'est qu'il est pas si complexe que ça, il est même assez simple pour un algorithme 3D. Donc c'est parti. Bon, avant de commencer, il faut bien sûr savoir qu'est-ce qu'on va donner à l'algorithme en entrée, et qu'est-ce qui va nous ressortir en sortie. Bon, avant il y a quand même des variables universelles, donc ici la carte, donc comme on les a vus plus haut, et les entrées principales, c'est les coordonnées de la caméra, donc là ici ce sera le petit point bleu, et l'angle de la caméra, donc représenté par ce rayon ici. Et donc comme on l'a dit, le rayon va détecter les murs qui devront être affichés, et hop, le tour est joué. Bon, pour ça l'idée ça va être de faire
partir le rayon du point bleu là, et de simuler son avancée dans la carte jusqu'à trouver un mur. Pour ça, on va utiliser une propriété assez cool de notre carte 2D quadrillée comme ça. L'idée, c'est de dire que ce rayon là, quand il va avancer d'une case verticale ou horizontale, il va aussi avancer d'un certain nombre de cases sur l'autre axe. Voilà, le rayon est quand même assez proportionnel, donc c'est pas le meilleur exemple. Par contre, si on faisait comme ça, quand le rayon avancerait d'une case horizontale, alors il avancerait quand même pas mal de cases verticales. Ça va nous être utile pour savoir précisément où se trouve le rayon pour sa prochaine position. Bon, ici, ces valeurs-là, on va les appeler les ratios. Le nombre de cases verticales parcourues quand on avance d'une case horizontale, on va appeler ça le ratio horizontal. Et le nombre de cases horizontales parcourues pour une case verticale parcourue, on appellera ça le ratio vertical. Bon, ça c'est juste un nom, hein, on peut le changer. Et si on en a défini deux, donc horizontal et vertical, c'est parce que tout simplement on va simuler les deux rayons, donc un qui avance case horizontale par case horizontale, et un qui avance case verticale par case verticale. Donc par exemple ici, celui qui avance de case horizontale vers case horizontale va toucher ici, là, mais aussi là, là et là. Celui qui avance par case verticale va toucher là, 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 là et là. En sachant que ces points seront du coup tous alignés, puisque le ratio horizontal est l'inverse du ratio vertical et vice versa. On verra ça mathématiquement après. Et que du coup on a juste à prendre le point de collision le plus proche de l'objet, donc par exemple ici, donc qui représente l'avancée verticale, qui sera le point précis à afficher, puisque en effet, c'est le point à afficher qu'on va retourner avec cet algorithme. L'avantage en faisant un ratio horizontal et vertical, c'est que du coup on parcourt la carte 2D de toutes les façons possibles, donc horizontalement et verticalement, donc on chopera toutes les cases nécessaires, et donc on aura un résultat satisfaisant. Bon, un dernier truc à prendre en compte quand même, c'est que l'avancée peut être vers l'avant ou vers l'arrière. Là on a simulé vers l'avant, donc comme ça, mais ça peut aussi être comme ça, donc vers l'arrière, ou bah du coup vers le bas, ce qui est le vers l'arrière du vertical. Pour éviter ce genre d'erreur, on va créer une valeur qui représentera de combien on va avancer de cases à chaque fois, qu'on appellera l'advance. Le nombre de cases dont on va avancer de manière horizontale, ce sera l'horizontal advance, et de manière verticale, le vertical advance. Donc qui peut être soit de 1, donc vers l'avant, soit de moins 1, vers l'arrière. Bon là on va presque pouvoir passer aux maths, mais il reste un dernier truc avant, c'est que si notre caméra se situe ici, alors plus 1 ce sera égal à là. Donc la détection de la collision se fera ici, ce qui n'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'avant il va falloir repositionner la caméra pour qu'elle aille au bon endroit, donc soit sur la prochaine position horizontale, soit sur la prochaine position verticale. Donc le départ vertical se fera ici et le départ horizontal se fera ici. Voilà, c'est le genre de petits trucs qu'il faut prendre en compte, sinon ça marche pas. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va passer aux mathématiques, parce que bon, pas trop de choix. Bon, on va commencer par le calcul le plus compliqué, le calcul des ratios, parce qu'il va nous demander un petit peu de trigonométrie, et plus précisément, il va nous demander les propriétés du cercle trigonométrique. Théoriquement, c'est un truc vu en première, bon après c'est loin d'être compliqué, hein, et qui permet de dire qu'en fait, dans un cercle de ce genre, la position x d'un point sur le cercle à un certain angle, c'est tout simplement le cosinus de cet angle. Et la position y dans ce cercle, c'est le sinus de l'angle. Donc en gros, grâce à ça, on peut avoir toutes les positions nécessaires pour un cercle. Bon ben on va utiliser un truc similaire, il va falloir se représenter à une sorte de cercle ici, et du coup grâce au cosinus et au sinus, on peut savoir de combien le rayon va avancer précisément. Dans le cas horizontal, on va partir du principe que le cosinus est toujours égal à 1, et donc là c'est la valeur du sinus dont on a besoin, et que comme du coup on part du principe que le cosinus c'est une unité, alors il faut faire la division du sinus par le cosinus pour avoir le ratio horizontal. Ne faites pas directement la division sans passer par les sinus et les cosinus, sinon ça va pas marcher. Et pour le ratio vertical c'est la même chose, on part du principe qu'une unité c'est un sinus, donc il faut tout simplement diviser le cosinus par le sinus. Sauf que en vrai c'est un calcul un peu compliqué et qu'on peut faire mieux, puisqu'en fait c'est tout simplement l'inverse du ratio horizontal. Bon ça c'est des propriétés de base des fractions, donc c'est assez cool quand même. Bon d'ailleurs vous pouvez noter qu'ici j'ai pris les valeurs absolues des sinus et des cosinus, donc en gros on n'aura que les valeurs de 0 à 90 degrés, donc que comme ça. Les autres valeurs vont directement être réadaptées dans ces valeurs là, tout simplement parce qu'on va gérer les signes précis du ratio hors de ce calcul là pour rendre le tout plus simple. Bon avant quand même un truc qui est important à dire, si soit le cosinus est égal à 0, soit le sinus est égal à 0, quelle que soit la division, si on fait la division, et ben hop on obtient un résultat pas très satisfaisant. Donc c'est pour ça que si le cosinus est égal à 0, dans le calcul on va le remplacer par un tout petit nombre, genre ça. Et à l'inverse, si le sinus est égal à 0, on va aussi le remplacer par un tout petit nombre, comme ça on n'aura pas des valeurs aberrantes, genre l'infini. Et donc maintenant on va parler du signe précis des ratios à adopter. Bon déjà un truc qui est important à dire, c'est que seule cette partie-là
des angles nous intéressent, parce que les angles qui se trouvent sur une autre partie, on va les réadapter vers cette partie-là, donc tout simplement en passant par les valeurs absolues, qui est la raison d'ailleurs de pourquoi on les a mis juste ici. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la partie négative du signe, donc qui va par ici, donc les angles par là, et ben ça va être géré par l'advance qui va pouvoir du coup aller vers derrière et donc faire le signe négatif. Donc en gros, pour cette partie-là, on a juste besoin des signes positifs. Bien évidemment dans l'axe du rayon, donc par exemple pour le rayon horizontal, ce sera l'axe horizontal qui devra être positif. Par contre, l'axe vertical, il peut être négatif, par exemple, si le ratio se dirige comme ça, on descend et on monte pas. Comment savoir précisément comment on doit faire? Et bien c'est assez simple. Le signe du ratio horizontal, ce sera le même que celui de l'avancée verticale. Donc si l'avancée verticale se fait vers le bas, il va falloir que le ratio horizontal aille aussi vers le bas, donc hop, on le multiplie par l'avance verticale, et comme ça absolument tous les angles peuvent être gérés uniquement grâce à ça. C'est la même chose pour le ratio vertical du coup, donc dans ce cas-là, il va falloir le multiplier par l'avancée horizontale, pareil pour simuler le fait que le rayon puisse aller par derrière. Bon, cette partie-là, c'est un peu la plus complexe à comprendre, mais si vous avez compris ça, alors ça devrait aller. Bon, et depuis tout à l'heure d'ailleurs, on parle de la partie Advance, mais on n'a pas encore donné ses valeurs. Bon, la vérité, c'est que c'est assez simple, donc on va le faire dès maintenant. Les Advance, eh ben, c'est tout simplement les mêmes signes que pour les opérations qui leur sont associées. Donc l'Advance horizontal aura exactement le même signe. Dans le cas du coup de l'Advance horizontal, son signe sera celui du cosinus. Donc là, pas la valeur absolue, la valeur brute du cosinus. Si le cosinus est plus grand que 0, alors l'advance horizontale sera de 1 puisqu'on avance vers l'avant. Et s'il est plus petit que 0, alors hop, on avance vers l'arrière. On met l'advance à moins 1. Pour l'advance verticale, ben là du coup c'est la valeur du sinus. Supérieur à 0 est égal vers le haut, et inférieur à 0 est égal vers le bas. Donc hop, on adapte selon les circonstances. Aussi simple soit-il, c'est tout pour cette valeur. Bon, déjà avec ça on a quasiment tout, mais il reste une seule étape. Celle où il va falloir qu'on prenne notre position de départ, donc là celle de la caméra, et qu'on la mette sur la bonne position pour commencer le parcours du rayon. Bon, déjà petit truc d'ailleurs que j'ai pas noté encore, mais bien évidemment pour faire tout ça, il est conseillé d'utiliser des variables précises, donc une variable position spécialement pour le rayon horizontal et une spécialement pour le rayon vertical. Comme ça, ben, ça va mieux marcher. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? C'est assez simple. Dans le cas du coup du rayon horizontal, si l'advance est plus grand que 1, alors la prochaine position que devra occuper le rayon, c'est l'arrondi au-dessus de la position horizontale. Donc dans notre cas, ce sera juste ici. Et dans le cas où l'advance est plus petit que 1, alors bah, du coup ce sera l'arrondi en dessous, donc juste ici. C'est pareil pour l'avancement vertical. S'il est plus grand que 1, alors c'est juste au-dessus, sinon bah, c'est juste en dessous. Et dès que ça c'est fait, il reste un dernier truc à faire. Il va nous falloir qu'on prenne la valeur absolue modifiée à la position de l'axe, donc à combien on a avancé la position, et il va falloir rajouter le ratio en conséquence. Donc pour ça, on prend cette position et on le multiplie par soit le ratio horizontal, soit le ratio vertical. Donc par exemple, dans le cas du ratio horizontal, on a avancé de ça, donc il va falloir qu'on multiplie par ça pour finir à la position qu'on veut, celle qu'on avait prédite au début d'ailleurs. Et c'est la même chose pour le ratio vertical, on a monté de ça, donc il va falloir rajouter le ratio vertical nécessaire, ce qui nous amène ici, et donc au meilleur endroit pour commencer notre rayon. Et dès que ça c'est fait, bah, du coup il est bien calibré, et il ne reste plus qu'à le simuler. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et ben c'est assez simple. Dès qu'on arrive à une position, on regarde si la case à laquelle on est contient un mur. Donc faut faire attention quand on dit à la case à laquelle on est, puisque si l'advance est de 1, alors la case à laquelle on est, c'est celle devant, donc là c'est celle-là, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si l'advance est de moins 1, si on va vers le bas, alors la position ici va nous donner cette case-là, une qui a déjà été parcourue. C'est pas ce qu'on veut, donc c'est pour ça qu'il va falloir y penser et rajouter un moins 1 pour aller à la bonne case, donc celle-là. Et ça c'est pareil pour l'axe horizontal comme vertical. Et dans l'autre axe du rayon, donc que vous soyez vers le haut ou vers le bas, donc là pour l'avancement horizontal, la coordonnée verticale ce sera toujours l'arrondi vers le bas, donc ici, et là aussi ici. Ça ne changera pas. Et heureusement d'ailleurs, comme ça c'est plus simple. Du coup, bah, s'il y a un mur, alors on arrête, donc le rayon sur lequel on était, donc soit horizontal soit vertical, et on garde la position en mémoire, pour savoir si du coup c'était la plus proche, et s'il faut retourner celle-là, ou celle de l'autre rayon. A l'inverse, du coup, si c'est pas bon, alors on va avancer dans l'axe dans lequel on est, de l'advance nécessaire, donc soit 1 soit moins 1, et on va y rajouter le ratio de l'axe dans lequel on est. Donc dans le cas horizontal, on avance de advance horizontal et on rajoute le ratio horizontal à l'autre axe. Même chose dans le cas vertical. Dès que les deux rayons ont fini leur parcours, alors on prend le résultat le plus proche et on le renvoie. Comme ça, on sait très exactement ce que le rayon a tapé, donc là par exemple ça, et on a réussi à simuler un rayon, et en sachant que du coup ce sera exactement la même chose pour les autres rayons, si vous avez bien découpé votre code, donc je vous conseille en fonction, alors ça sera juste extrêmement simple à faire, et donc en fait à partir de là, le plus dur a été fait. D'ailleurs si vous faites ça avec un code en temps réel, ce que je vous conseille grandement d'ailleurs pour tester les trucs, alors vous pouvez bien voir la trajectoire des rayons, encore mieux du coup si vous pouvez tourner et bouger la caméra, et donc on peut voir que ça marche comme on le veut.
avec des performances qui sont quand même pas trop mal, donc bon, ça c'est tant mieux. En sachant que là du coup il n'y a absolument aucune accélération matérielle, tout se fait avec le CPU, donc c'est quand même un résultat assez satisfaisant. Bon, c'est bien joli, mais pour l'instant on n'a pas de 3D, donc je vous propose de passer à la partie 3D. Bon, la vérité c'est que la partie 3D c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plein de manières de faire, et il y en a tellement d'ailleurs que je peux pas vous en conseiller une. Enfin si, je vais vous en donner une, mais c'est pas la meilleure, mais c'est la plus simple, et celle qui est le mieux dans la continuité de ce qu'on vient de faire. Bon, déjà là avec ça vous savez exactement quel objet afficher, donc vous pouvez les afficher un par un, donc tous les mettre dans une liste et les afficher un par un, ce qui est le truc un petit peu le mieux à faire, mais aussi le plus compliqué parce que ça demande des calculs assez hardcore. En plus, selon les besoins du jeu, ce sera pas les mêmes. Donc bon, si vous avez un petit peu l'habitude de la 3D, quel que soit le type de 3D, vous pouvez vous y tenter, mais si vous n'y avez pas l'habitude, alors je vous propose de faire entièrement via le Raycast, donc même l'affichage, en faisant du coup ce qu'on va faire, ce que je vous ai dit au début, en projetant les rayons en 3D. Enfin, en projetant les résultats des rayons. L'avantage c'est qu'elle est pas bien compliquée, même super simple, puisque le seul truc dont on va avoir besoin du coup c'est nos rayons et un peu de maths. Bon, le théorème de Thalès c'est pas non plus compliqué. Bon, pour ça il faut faire une petite adaptation de l'algorithme qui en vrai est plus une adaptation du code que de l'algorithme, puisqu'il va falloir que dans les résultats que va vous retourner l'algorithme, il y ait aussi la distance à laquelle le rayon a touché. Bon, ça vous pouvez le calculer directement, calculer la distance entre la caméra et la position touchée, vous pouvez la retourner directement pour pas avoir à la recalculer, ça c'est comme vous voulez. Et dès que ça c'est fait, on peut commencer à faire le rendu 3D. Comment on va faire ça? Donc on va prendre une image qu'on va découper en plusieurs colonnes. Bon là il y en a 5, ce sera largement pas assez pour faire un rendu 3D satisfaisant, mais bon, c'est pour l'exemple. Et l'idée, ça va être de mettre les résultats de chaque Raycast dans ces colonnes. Alors comment on va faire ça précisément? On va voir ça tout de suite. Bon, avant quand même, on va voir l'ordre dans lequel il faut découper précisément l'image, pour que chaque rayon aille dans la bonne colonne, parce que oui, pour ce résultat, il va falloir pas mal de rayons, parce qu'en fait, chaque rayon va occuper une colonne précise du coup, en sachant que celui avec l'angle le plus élevé, donc dans le cercle trigonométrique, donc celui-là, occupera du coup la première place, parce que oui, si on met une image ici, l'angle le plus élevé, ce sera celui le plus à gauche, et donc le moins élevé, ce sera celui à droite, donc celui-ci. Donc ça c'est pour l'ordre. Il faut aussi savoir que la différence d'angle entre le premier et le dernier Raycast, c'est ce qu'on appelle le FOV, le champ de vision, bon, un truc qui est présent dans pas mal de jeux vidéo. Et finalement, le nombre de Raycast doit être la largeur en pixels de votre image pour une image fluide. Donc par exemple, si vous en mettez 100, vous aurez une image en 100 x 100. Bon, même si 100 c'est vraiment pas beaucoup, mais bon, si vous n'avez pas de choix, par exemple, je sais qu'en Python il n'y a pas trop de choix, alors il va falloir que un Raycast occupe plusieurs pixels dans une colonne. Bon, ça rend le truc un peu moins joli, mais bon, pas trop de choix. Donc qu'est-ce qu'on va dessiner dans ces colonnes? C'est très simple, on va juste dessiner une ligne de pixels. Pour savoir la hauteur de cette ligne de pixels, on va utiliser un petit peu de perspective via le théorème de Thalès, puisque comme vous le savez, si on met plein de rayons comme ça, hop, qu'on met une image ici, alors la taille apparente sur l'image sera proportionnelle à la distance de la case à la caméra. Donc par exemple, en partant du principe que si vous êtes à une case d'un bloc, alors il remplit toute la colonne. Dans ce cas, si vous êtes à un certain nombre de cases du bloc, et pour obtenir la distance à apercevoir, il va falloir diviser 1 par la distance de la case. Bon, ça c'est une proportion de colonnes occupées, donc il va falloir la multiplier par la hauteur de la colonne pour avoir précisément le nombre de pixels de haut qu'il faudra dessiner. Et donc plus c'est loin, plus c'est petit, et plus ça fait de la perspective dans ce genre. Donc ça c'est des idées de base de perspective. Bon, si à une case de distance, un mur n'occupe pas 100% de la colonne mais une autre valeur, il va falloir la remplacer juste ici. Donc par exemple si c'est 80%, il faudra mettre 0.8. Parce qu'ici du coup c'est des proportions. Bon, et pour finir, on va partir du principe que tous les blocs sont sur la ligne d'horizon, donc au milieu. Donc il va falloir les dessiner au milieu. Donc pour ça, il faut une petite équation pas si compliquée. Donc toujours en proportion, on va les mettre au milieu, moins la moitié de leur hauteur. Donc comme ça, le milieu du bloc dessiné sera le milieu de l'image. Disons que la couleur rouge représente les murs et la couleur verte les rayons qui sortent de la carte. Rajoutons un rectangle bleu pour faire le ciel. Bon, même s'il n'est pas extrêmement bleu mon rectangle, mais bon, vous avez compris. Mettez tout ça dans un langage assez puissant, et voici le résultat. Bon, seul problème c'est que là, nos murs rouges et verts comme ça, c'est pas très joli, donc bon, on n'a pas un résultat magnifique non plus. Mais déjà, on a quand même un petit aperçu 3D qui, en vrai, est tout à fait potable, et a dominé le monde du jeu vidéo pendant plusieurs années. Bon, maintenant que vous avez ça, j'espère que vous vous rendez compte de la puissance de cet algorithme. Parce que bon, en effet, effectivement, ce qu'on a là, c'est pas si ouf que ça. Bon, c'est juste quelques couleurs les unes sur les autres. Mais un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que faire un jeu, c'est pas si facile que ça. Et ça demande beaucoup de personnalisation. L'idée avec cet algorithme, c'est de vous donner les bases de celui-ci. Et qu'à partir de maintenant, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez pour faire le meilleur jeu possible. Bon, faut pas se sentir limité, faut pas avoir peur de tenter des trucs, vraiment. Par exemple, avec quelques petites modifications qui sont même pas si grosses que ça en vrai, vous pouvez rajouter des textures, même de la lumière, des hauteurs différentes, plusieurs cartes les unes sur les autres pour faire plusieurs objets qui sont rendus au même moment. Vous pouvez même les regarder d'en haut ou d'en bas,
En fait là c'est à vous de jouer. Bon, l'avantage avec ce truc là c'est que c'est un bon moyen de bien connaître les algorithmes et de bien faire mâcher son cerveau, de bien gagner des points de Q en plus, tout en faisant un truc ultra fun et très personnalisé, parce que bon les équations si vous les modifiez comme vous le voulez, ce sera pas très grave, tant que ça marche c'est le principal, et aussi tant que vous comprenez pourquoi ça marche. Donc à partir de là, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez plus d'explications ou qu'on aille un petit peu plus loin dans l'algorithme, qu'on fasse des trucs un peu plus stylés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Et donc à partir de là, à vous de jouer, essayez de nous répondre à notre triple A stylé, parce que bon ces 2 dernières années, voilà, pour essayer d'aller faire de la concurrence au plus gros, comme Fortnite ou League of Legends. Donc du coup sur cette vidéo, je pense à plus, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et tout. Bon ça fait longtemps que je vous présentais cet algorithme, surtout que je le connais très bien, j'ai fait plusieurs jeux avec. Bon, après mes jeux c'était pas non plus un truc incroyable, soyons honnêtes. Et surtout c'est lui un petit peu qui m'a lancé dans la 3D, puisque c'est en le faisant lui que je me suis dit ah tiens peut-être que moi aussi je peux tenter des trucs. C'est grâce à ça d'ailleurs que cette chaîne et tout ça existe, donc cet algorithme est très important pour moi. J'espère qu'il le sera aussi pour vous, et peut-être qu'il vous révélera une passion, peut-être qu'il va vous permettre de comprendre à quel point en vrai la création de jeux vidéo c'est cool. Certes c'est compliqué mais c'est cool. Et j'espère aussi qu'il va vous permettre de prendre le courage de lancer des initiatives par vous-même pour faire des trucs stylés, même aussi complexes qu'elles soient, mais elles seront stylées c'est le principal. Et si j'ai réussi à vous inculquer tout ça, alors ma mission ici est terminée. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de triple A, et sur ce je vous dis à plus.